terminer ce premier meet-up de culture de talk de la soirée. On accueille Caroline Landry, ingénieure des chefs de développement ingénieur à l'Université de Rennes, Paris du Code Commons, présenter les travaux menés par son équipe pour construire la prochaine génération d'IA éthique. Bonsoir. Donc, je suis Caroline Landry, je travaille à l'INRIA dans l'équipe diverse et je suis experte en génie logiciel et je viens vous parler d'IA. Allez savoir. Donc, effectivement, si vous avez des questions sur les méthodes d'apprentissage, les fonctions mathématiques, il vaut mieux demander à Elodie qu'à moi, je pense. Par contre, vous allez voir pourquoi le génie logiciel, ça s'applique partout et y compris dans l'IA. Alors, le contexte. Donc, je pense qu'on est tous d'accord pour que les IA, constater l'explosion des IA génératives, y compris les IA génératives dédiées code. Donc là, moi, je ne vais parler que d'IA génératives dédiées code, pas généralisées. Donc, expert en génie logiciel, une équipe qui fait ça. Évidemment, notre but, c'est de générer du code automatiquement et de façon fiable. Donc, on a des modèles fermés à l'heure actuelle. Donc, les plus connus, Copilot de GitHub, ChatGPT 4 qui génère aussi le code. Donc là, j'ai donné quelques informations sur le nombre de paramètres ou de variables utilisées, le nombre de tokens sur lesquels les apprentissages sont faits, et donc les résultats avec le nombre de langages supportés, et les résultats par rapport à HumanEval, qui est une suite de tests qui permet d'évaluer les codes générés par les IA génératives à l'heure actuelle. Donc, et on a aussi des modèles ouverts, pas beaucoup, mais on en a. Donc il y a StarCoder, qui fait parler un petit peu de lui ces derniers temps, et Llama. Voilà. Donc, vous avez les mêmes comparaisons avec le nombre de paramètres. Donc, vous pouvez constater que on parle en milliards de paramètres, en milliards de tokens. Donc, et on est sur effectivement des résultats qui finalement ne sont pas si terribles que ça. Parce que si ma suite de tests elle était verte qu'à 50% ou 40%, je ne serais pas très contente sur mon logiciel. Donc bon, par contre, il y a beaucoup de perspectives d'avenir sur ces générations automatiques de code, mais il faut encore faire des progrès. Alors, le problème, on a aussi des préoccupations un peu moins techniques, on va dire, sur ces IA génératives. Déjà, les problèmes de confiance et de sécurité, tous ces modèles fermés, on ne sait pas sur quoi ils apprennent. On ne sait pas ce qu'ils gardent, effectivement, comme données pour réapprendre derrière. Sur les modèles fermés, on n'a pas de garantie qu'en fait, qui n'intègrent pas les suites de tests tels HumanEval dans leurs données d'apprentissage, qui normalement est totalement interdit. On n'a pas de garantie. On a eu des suspicions sur ChatGPT, mais bon, on ne peut pas le prouver. Très difficile. Et on a effectivement une nécessité de garantir la transparence et pour l'explicabilité aussi. Elodie en parlait très bien tout à l'heure. Pour avoir des modèles fiables, il faut que ce soit explicable. Et aussi expliquer pourquoi ils donnent des résultats différents. On a besoin de comprendre ces différences pour pouvoir maîtriser ce qui se passe. Et puis, on a bien sûr des hallucinations. Donc, ChatGPT. Donc, vous avez les références de tous les papiers scientifiques sur les études de tout ça. Et avec des hallucinations, y compris dans le code, avec des modules Python qui n'existent pas, par exemple. Donc, ou des résultats complètement idiots sur, on ne sait pas pourquoi, des additions qui font intervenir le chiffre 9. Avec des résultats faux, genre 9 plus 4, ou je ne sais plus quel est le cas à l'école, mais un truc absolument aberrant. Donc, il y a des choses assez aberrantes et assez difficiles à comprendre. Et on a aussi des préoccupations éthiques. Donc, le fait de ce manque de traçabilité et ce manque d'ouverture des modèles fait qu'on est incapable d'attribuer éventuellement des droits d'auteur aux gens qui ont produit le code initial, qui est utilisé pour donner les solutions. Et on a aussi des choses qui sont licenciées payantes, comme The Pile qui fait payer un dataset, ou The Stack qui fait effectivement payer les services pour déployer des agents. Et on a déjà plusieurs plaintes de déposées. Donc je crois que c'est un article du Monde qui date de 2023, si mes souvenirs sont bons. Donc des plaintes déposées par des ayants droit, justement, auprès de la CNIL, sur les problèmes de droit d'auteur et de droit d'utilisation des données. Donc ça commence à remuer un peu les gens, ce genre de problème.
Mais bon, tout ça, ce sont des problèmes. Le contexte et la problématique. Et donc, pour faire un modèle linéaire génératif, de quoi on a besoin? Donc, déjà, on a besoin de rassembler des données. Je pense que je ne suis pas la seule à en avoir parlé. C'est quand même la source des IA génératives, c'est quand même les données. On a besoin de ces données, de les nettoyer, de les cataloguer, de les qualifier. Et à partir de ça seulement, on peut obtenir un dataset d'entraînement pour entraîner votre modèle d'IA. Ensuite, évidemment, tester ces données. Donc, on a besoin de tester nos modèles pour vérifier ce qu'ils font. Donc, on a des suites de tests comme Human Eval pour faire ça, mais il y en a d'autres. Et après seulement, on peut donc mettre en production ce modèle qualifié et testé. Donc, au même titre qu'un logiciel, vous le décrivez, vous l'intégrez, vous le testez, et après, vous le mettez en prod. Voilà, c'est la même chose pour les IA. Et alors, c'est quoi le problème? Eh bien, il n'y en a pas qu'un, malheureusement. Comme on l'a dit tout à l'heure, collecter des codes sources, collecter des données, c'est extrêmement coûteux. Coûteux en temps machine, et c'est refait à chaque fois. Donc, si on a au moins une dizaine d'IA génératives dédiées code à l'heure actuelle, donc ils ont tous refait leur modèle de données, tous collecté le code, sans vous demander la permission. Donc, de préférence aussi du code sur Internet. Donc, bon, c'est bien qu'il tout n'est pas à prendre hein, dans les corrections données sur Stack Overflow. On a tous trouvé des erreurs, je pense, essayer des solutions qui ne marchaient pas. Et bien, votre ChatGPT va vous les ressortir, hein, donc pas de problème. Et il y a aussi que construire une base d'apprentissage qualifiée, c'est très complexe. Et ça demande beaucoup de ressources et d'énergie, y compris des ressources humaines. À l'heure actuelle, on ne sait pas automatiser ces tâches-là. C'est un problème. Extraire des sous-ensembles de données qualifiées, c'est aussi coûteux, parce qu'une fois qu'on a qualifié toute la base de données, on ne veut pas entraîner sur toute la base de données, donc il faut des sous-ensembles pour ça, y compris si on veut faire des comparaisons de datasets, pour savoir si on peut obtenir des résultats identiques avec moins de données. C'est extrêmement compliqué à l'heure actuelle de faire ça. Et le manque d'identification et de la disponibilité des données pose un problème. Et donc, ça nuit aussi à la transparence et à la reproductibilité de vos ensembles. Quand je parle de disponibilité de données, c'est les modèles fermés. Les modèles et une fois qu'on a fait ça, donc l'extraction d'un sous-ensemble de qualité devrait permettre normalement d'avoir un dataset pour entraîner le modèle sur des tâches spécialisées et permettre d'avoir des résultats nettement meilleurs au niveau des générations du code. Donc, on a un autre dernier problème, c'est sur l'absence d'indication des origines. Donc, je parlais tout à l'heure sur la propriété et puis l'origine du code source pour attribuer le mérite comme les droits d'auteur. Et il y a aussi un autre problème sur ces traçabilités qui est lié à la cybersécurité. On en parlait. En fait, améliorer la traçabilité du code permettra aussi d'améliorer la traçabilité des vulnérabilités. Il y a des problèmes à l'heure actuelle sur la traçabilité des vulnérabilités qui, par exemple, des outils comme Code et tout ça arrivent à identifier des vulnérabilités, mais après, si les repos sont dupliqués, forqués, etc., ils n'arrivent pas à garder la trace. Et donc ça serait intéressant justement pour faire l'analyse de vulnérabilité en ayant tracé du code qui est régénéré à partir de ça, savoir qu'en fait, il régénère du code vulnérable. Donc, on pourrait l'éliminer plus facilement du dataset pour ne pas générer du code vulnérable. J'en dis deux. Et donc, le projet Code Commons, qui est un projet qui a été lancé, on va dire en novembre. Le T0 n'est pas très clair encore. On en discute encore. C'est un peu compliqué. C'est un projet qui est évidemment sur budget et en fait, l'État pense qu'il suffit de dire le 1er septembre, OK, vous avez le go. Le 1er juin, OK, vous avez le go. Et donc, 1er septembre, tout le monde est recruté. Sachant que ça représente 40 personnes au total sur les différents partenaires. Donc, pas de problème. La montée en charge, ça ne les préoccupe pas. Et donc, le projet Code Commons, l'idée, c'est de résoudre ces
ces problèmes-là, avec d'une part donner la disponibilité et l'accès à tous les codes sources, à tous les codes open source, et de le faire qu'une seule fois, de mutualiser toutes ces données, de structurer ces données donc, pour qu'elles soient plus facilement interrogeables et qualifiables. Une fois qu'elles sont structurées, on pourra effectivement appliquer dessus des outils qu'on connaît et des méthodes qu'on connaît pour faciliter l'extraction, la qualification des données, faciliter l'extraction des datasets avec des filtres. Et donc la traçabilité, donc, qui permettra de savoir d'où vient le code et quels sont les codes qui ont été utilisés pour les données d'entraînement. Et le dernier, tout ça devrait permettre donc, du coup, d'avoir des preuves et d'améliorer la testabilité de nos IA. Et enfin, les problèmes d'éthique, effectivement, ça permettra d'avoir une IA des open data, ça permettra effectivement de vérifier la provenance et l'attribution des données. Donc, l'ambition de Code Commons, donc on va être clair, c'est d'être la base mondiale du code. Donc, bibliothèque nationale pour le logiciel version internationale. Et que ça soit fait en France. Donc, positionner la France comme un leader dans le domaine et donc, avoir un impact social et économique et donner un accès privilégié aux acteurs français et stimuler l'innovation. On voudrait aussi avoir un impact éthique, donc avoir une vraie traçabilité du code et donc l'attribution de l'origine des contenus. Et un impact environnemental, parce que éviter de refaire la constitution des datasets et la qualification des datas à chaque nouvelle génération d'IA, parce que ChatGPT a plusieurs versions, donc ils recommencent à chaque fois. Donc ça va réduire considérablement l'impact environnemental. Et comment on fait ça? Tout est là. Si c'était facile, ça serait déjà fait. Donc la chance qu'on a, c'est qu'on a un point de départ qui s'appelle Software Heritage. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu parler de Software Heritage. Non? Okay. Donc c'est une initiative qui a été lancée en 2016, 2015, on va dire par l'INRIA, en collaboration avec l'UNESCO. Et donc qui vise en fait à faire la plus grande archive ouverte de code source du monde. Donc c'est un bien commun numérique qui récupère tous les codes sources de toutes les forges. Et la construction de ce bien commun a commencé en 2015 par un projet plus ou moins interne à l'INRIA. Et après, c'est concrétisé à partir de 2016 avec une collaboration avec l'UNESCO. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, ça, c'est des données qui datent de 2018, un article, un papier qui a été fait par Roberto Di Cosmo et présenté à une conf qui s'appelle AD sur le software engineering. Et donc, à l'époque, on avait déjà 17 milliards de fichiers. Il y avait plus de 3 milliards de commits. J'ai regardé les chiffres hier et 274 millions de projets. Hier ou ce matin, on était à 23 milliards de fichiers et 360 millions de projets. Donc, on a des courbes qui s'accélèrent avec, je crois que c'est le nombre de nouveaux commits qui double tous les 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Donc, c'est en train de s'accélérer gravement. Et donc, en fait, on a des crawlers qui tournent, donc qui vont interroger régulièrement toutes les forges. Donc, il y a plus de 500 forges à l'heure actuelle qui sont interrogées. Donc, évidemment, la plus grosse, c'est GitHub. En volumétrie, elle est plus grosse que toutes les autres réunies. Donc, voilà. On a GitHub, toutes les instances de GitLab qui sont open, et puis on a d'autres trucs comme enfin, j'ai un peu oublié, mais je crois que la liste est disponible sur Software Heritage. Et donc, on garde dans la base de données non seulement les dernières versions, mais tout l'historique de chaque projet. Donc, le code avec les commits. Tout ça sur un seul graphe. Donc, on est sur un graphe qui est monstrueux et on est à 1,5. On était déjà à 1,5 pétaoctets de données en 2018. Donc là, on fait du big data quand même. Et donc, ce graphe de données assure effectivement la disponibilité et garantit l'intégrité et la traçabilité des codes sources. On regarde tout depuis 2015. Et donc, c'est un bon point de départ
pour faire de l'IA générative de code, quand même. Donc, l'idée est partie de là. Donc, c'est très utilisé par les chercheurs, c'est vrai. Et donc, il y a aussi des gens de l'industrie qui l'utilisent, mais plus aux US, je pense, du coup, pour le coup. Et donc, l'objectif de Code Commons, c'est de prendre ce modèle de données qu'on a, donc ce graphe de software heritage. Et donc, l'objectif, c'est d'en extraire un dataset pour entraîner un LLM. Donc, comment on va faire? Donc, on sait déjà qu'on doit étendre le modèle de données, puisque les données qu'on a sont, dans Software Heritage à l'heure actuelle sont le code, les commits et les projets, non, le code commit. Les utilisateurs, mais obfusqués. Donc, l'idée, c'est d'ajouter, de faire passer des analyses de code massives sur la base de code, de générer des nouvelles métadonnées qu'on ira insérer dans le graphe à différents endroits, de prendre toutes les sources additionnelles de données, donc comme les forges, les issue trackers. Donc, les données additionnelles, c'est les pull requests, les comments, les issues, les revues, et puis d'autres choses, éventuellement, si on peut, on commence déjà à savoir à où on peut, par exemple, les résultats d'exécution des CICR qu'on peut récupérer sur GitHub, savoir si le code. C'est mieux d'avoir un code qui compile quand même et qui passe la suite de tests. Et donc, rajouter toutes ces infos-là, pareil, développer une série de crawlers qui va permettre de rajouter ces infos-là dans le métamodèle. Et ensuite, ce qu'on veut, à terme, c'est que notre utilisateur qui, lui, veut faire un LLM, donc là, lui, il veut faire un LLM, bon, qui fait que du Python, dédié Python, mais Python après 3.5, avec des licences open, donc GPL, BSD, MIT, pas de faille de sécurité, qu'utilise Panda, pourquoi pas, et avec une qualité de code importante, donc les suites de tests de verte. Et le nombre de stars, pourquoi pas, un projet populaire, et soyons fous, un code coverage supérieur à 60%. Et donc, l'idée, c'est qu'il fasse une query, et la query lui extrait son dataset qui passe directement à son LLM pour entrer. C'est ça le projet. Et voilà, en rouge, ce qu'on est chargé de faire au niveau de l'équipe diverse à Rennes. Donc, de développer tous ces outils qui vont... voilà pourquoi on a besoin d'experts en software engineering. Parce que toute la qualification de code, ça va se baser sur des analyses statiques, du dimensionnement, etc. Et donc, on est spécialisé, une partie de l'équipe en tout cas est spécialisée là-dedans. Il y en a plusieurs qui sont spécialisés dans les LLM. Donc, c'était un projet fait pour nous. Donc, les sources de données additionnelles, donc il y a en plus des 500 forges de software heritage où on peut récupérer effectivement les issues, les pull requests, etc., les revues. Le problème sur ces données-là, c'est qu'il n'y a pas d'historique et que dans GitHub, par exemple, il y a une durée de vie limitée à 90 jours sur certaines infos. Donc, et on peut aussi récupérer des choses dans les issue trackers comme Buzz.ia ou Jira qui sont parfois utilisés dans les projets open source pour gérer les issues à la place de l'issue tracker de la forge. Donc, il faut être capable de faire la connexion avec les codes sources, du coup. D'autres sources de données, donc GHTorrent, qui était en fait un stockage sous forme de base de données, des données de GitHub, donc à la fois les commits, les projets, les repos, les issues et comments, ils stockaient tout. Mais bon, ça a été arrêté tout d'un coup. Le gars qui faisait ça, qui avait lancé ça, a été embauché par Meta et donc a arrêté du jour au lendemain le service. Et donc, le code source est périmé, donc ça utilise backup Stolet, donc on peut plus, pourrait le remettre up, mais bon, ça a assez peu d'intérêt en tant que tel. Surtout que nous, on a déjà côté software heritage le code, les commits, etc. Donc, on n'aurait besoin que des données additionnelles. Et en plus, c'est encore un nouveau modèle de données différent. On a un peu marre de faire de transformation de modèle. Et par contre, ça a été très utilisé par les chercheurs du temps où ça tournait, qui faisaient, je crois qu'il est cité dans 400 papiers comme référence pour dataset. Donc, ce qui prouve qu'il y a un gros intérêt à centraliser des données pour les rendre disponibles à tout le monde. Et on a GH Archive, qui est quelque chose qui, alors,
ne rassemble aujourd'hui que les événements, ne stocke que les événements sur GitHub. Donc, depuis le 1er janvier 2015. Et donc, qui a son modèle de données via une API. On récupère les infos. Il récupère les infos et les stocks sous forme de fichiers horaires. Donc, tous les événements d'une heure sont stockés. Et on peut récupérer tout ça fichier par fichier à travers un wget. Ils ont un serveur HTTP. Et donc, ça fait grosse source de données pour nous, puisqu'ils font ça depuis le 1er janvier 2015. Une bonne opportunité. Donc, c'est un bon candidat pour les données additionnelles. Mais par contre, c'est limité aux événements GitHub. Donc, ça, on n'a pas les GitLab, etc. Et puis, il y a un risque pour la pérennité. C'est encore une initiative individuelle. Et puis, par contre, les données sont... Il y a un accord avec Google qui héberge les données. C'est pareil, c'est pas trop ce que Google... Pas trop envie de rester avec ce service-là. Donc, on est parti, on a commencé le développement d'un service équivalent, donc qui va stocker de la même façon les fichiers en raw data en horaire, mais on va l'étendre à GitLab et potentiellement à d'autres événements, donc comme les résultats des jobs, de l'exécution des jobs ou sur GitHub. Et on gardera le même principe et ces données serviront à alimenter en même temps donc Software Heritage et à caractériser le code. Et pour les outils de qualification de code, pour terminer, donc on travaille en même temps, donc dans un premier temps, sur l'identification des langages, parce que automatiquement. Donc on a commencé à développer un benchmark pour voir les problèmes de performance et d'exactitude. Et puis en exploratoire, on a les résultats d'analyse de code accessibles ou pas via les forges et les analyses statiques à venir sur les codes SMEL pour identifier, qualifier le code et voir si le code est bien bon ou pas.